Quand on parle de logement, on parle d'achat de logement, évidemment, on parle de financement. On a avec nous Bruno Rouleau. Salut Bruno. Bonjour Jérôme. Alors Bruno, tu es le porte-parole de l'AFR Financement, c'est un réseau de courtage, tu vas nous en dire plus. Tu es aussi l'ancien président de l'APIC, hein, l'association des courtiers financiers en immobilier. Voilà, c'est très d'actualité, on en a parlé pendant tout ce congrès. Ça devient un petit peu compliqué d'emprunter de l'argent, non, où on va vers de meilleures eaux. Alors, je ne voudrais pas faire fausse route en termes d'hypocrisie, mais en l'occurrence, je pense qu'on a vécu notre année la plus noire. On devrait aller vers la lumière, normalement. Donc, on va sortir du tunnel. Alors, AFR Financement, 40 agences de courtage qui sont ouvertes. 40 agences, 40 centres de courtage, puisqu'en fait, on ne fait pas que du crédit immobilier, même si ça reste notre activité principale, sur l'ensemble de la France, y compris les DROM. Et puis la Corse. Donc voilà. Donc vous êtes partout, on va dire ça comme ça. On est à peu près partout. À 40, il y a encore de la place. Puisque tu as été président aussi, avant de revenir sur la situation, mais tu as été président de l'APIC, hein, tous les courtiers, enfin le syndicat en gros, ou l'association des courtiers. Expliquons quand même à nos amis, parce qu'un courtier, ben, il peut travailler avec toutes les banques. C'est souvent plus intéressant d'aller voir un courtier que d'aller voir sa propre banque. Alors, plus intéressant, aujourd'hui, la guerre est assez forte entre les banques et les intermédiaires, puisque au niveau des taux, il n'y aura pas beaucoup de différence. Par contre, ce qui fait la vraie différence, c'est tout l'accompagnement qui est réalisé par l'intermédiaire et que la banque aujourd'hui a beaucoup de mal à réaliser. Et puis, la vente aussi des produits additionnels que le courtier ne fait pas et que la banque fait de son côté. Donc, le client, le candidat à l'accession est plus libre, entre guillemets, de parler de son vrai projet auprès d'un courtier qui, derrière, choisira l'établissement bancaire le plus adapté à ces situations. C'est ce que j'allais dire, parce que par rapport à sa situation familiale, par rapport à ses situations financières, bah, il vaut mieux professionnel évidemment, il vaut mieux aller là, plutôt là. Et ça, le courtier va faire une vraie découverte, une vraie analyse, et va pouvoir orienter pour qu'en final, le client final ait la meilleure solution. Exactement. Et quand je dis la meilleure solution, souvent dans l'esprit des gens, on parle de taux principalement, mais les conditions financières, mais en général, c'est plutôt la particularité justement de chaque situation de client et du projet qui en lui-même vaut le détour et le passage par l'intermédiaire. Parce que, comme tu le disais, l'intermédiaire va analyser la situation du client, l'analyse également du projet immobilier, et puis derrière, il va trouver l'adéquation par rapport à la banque qui, à ce moment-là, se retrouve en position stratégique de pouvoir lui répondre. Parce que la stratégie des banques varie d'un mois à l'autre, voire de quelques mois à l'autre. Vous êtes évidemment, vous suivez toutes ces évolutions en positif, en négatif, et vous êtes à même de renseigner au mieux le client. Il y a un slogan que je vois sur AFR Financement, c'est « Qui nous aime nous suive ». Oui, hein, exactement. C'est un peu ça, donc on aime son courtier, on y va. Hein. Non mais... je rigole, mais c'est important, il faut établir une relation de confiance, il faut, pas jusqu'à l'amour, mais voilà, c'est un acte important d'acheter un bien, et il faut être dans les meilleures conditions possibles. Les conditions de confiance, les conditions de bonne découverte, les conditions d'être capable de pouvoir avoir un interlocuteur qui soit en permanence à ses côtés, à toute heure quasiment de la journée ou de la semaine. Ça, c'est une première chose. Et puis surtout, la marque de fabrique du courtage en France, c'est la totale indépendance vis-à-vis des établissements bancaires et le fait que le client ne doit déshonorer au courtier que si jamais la solution que le courtier lui propose convient au client. Et ça, c'est l'arme fatale pour le client de pouvoir utiliser ce service. Ce que j'allais dire, c'est que ça ne coûte pas plus cher d'aller voir un courrier. Ça ne coûte que si on s'en sert. Ça ne coûte que si on s'en sert. Alors l'APIC, l'association nationale, combien de courtiers en France ? Alors, si on prend le sujet de l'ORIA, c'est un peu plus de 7000 entités inscrites au niveau du registre en qualité de courtier. Hein, rappelons qu'il y a plusieurs catégories, mais les courtiers qui sont les plus indépendants. Et en ce qui concerne l'APIC, je ne suis plus président, mais je suis toujours un petit peu au courant. C'était à peu près 300 enseignes qui étaient présentes. Alors, après, comment on devient courtier? On ne devient pas n'importe comment. Non, c'est une profession réglementée, comme pour l'immobilier. Et comme pour les gestionnaires de patrimoine, il y a d'autres lois, la loi de régulation bancaire et financière, qui nous impose et qui a été complétée, et qui nous impose effectivement d'avoir soit un niveau de diplôme, soit des formations pour pouvoir y accéder. Et puis derrière, il y a une formation continue obligatoire chaque année, de façon à pouvoir se tenir au niveau des compétences et au niveau des conditions
du marché. Parce qu'on est, comment on dit, pas membre de confiance, mais comment on dit, personne de confiance quand même. On est tiers de confiance. Tiers de confiance, voilà. Oui, enfin bon, c'est une réglementation très spécifique, hein, mais effectivement, ça peut s'apparenter à ça. En tout cas, moi, ce que je retiens dans cette interview, c'est que tu es optimiste en disant l'année noire, elle vient de passer. On va peut-être avoir quelques turbulences dans le premier trimestre, deuxième trimestre, mais on va vers le bout du tunnel. Ça, qu'est-ce qui te fait dire ça, ton expérience depuis le... Alors, mon expérience de plusieurs crises quand même, Oui. parce que mon grand âge me permet de parler de plusieurs crises. 2008, tu les as connues. Même bien avant, Bien avant. 84, hein, crise obligataire des pays sud-américains. Mais en l'occurrence, non, je ne dis pas que ça va être une clarté éblouissante d'un seul coup, on ne va pas avoir de rebond énorme, mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on a la conjoncture de plusieurs éléments. La première chose, c'est qu'on est passé de 3 années exceptionnelles, on l'oublie souvent, hein, parce qu'on s'habitue au confort, 3 années exceptionnelles, et on savait qu'à un moment, ça ne pourrait pas durer. Donc voilà, la seule chose, c'est que, enfin bon, la normalité, pour moi, là, elle est un peu violente quand même, hein, et je pense que pour beaucoup de tes lecteurs ou de tes auditeurs, c'est également le cas. La deuxième chose, c'est qu'on va avoir à un moment ou un autre un ajustement. On a des cycles, hein, la cycle de déni, puis ensuite de crispation du marché, et puis enfin, il y a la phase de résignation, c'est-à-dire que les deux parties s'accordent, les acheteurs se disent, bon, bah, j'aurais pas mieux, et puis le vendeur se dit, je peux pas continuer d'attendre. Et on n'est pas encore tout à fait dans cette période-là, mais on s'en approche chaque semaine qui passe. Et puis le troisième élément, c'est que les banquiers qui financent ont toujours des contraintes très lourdes de la part des autorités de marché et du ministère, puisqu'on parle du HCSF, ça a beaucoup occupé les médias et les colonnes de médias ces derniers jours, oui. Encore hier. Mais ce qu'il faut voir, c'est que derrière, les conditions de financement sont stabilisées. Alors elles sont stabilisées plus hautes qu'elles n'ont été il y a 2-3 ans, mais là aussi, on sait que c'était des conditions exceptionnellement basses. Et à partir du moment où le banquier a de la visibilité sur l'évolution de ses taux, eh ben, il est rassuré dans ses projections de finances. Donc et du coup, il va arriver à pouvoir programmer un petit peu ses besoins et du coup, il va relâcher un petit peu au niveau du crédit. Ça veut dire que les taux ne vont pas forcément baisser de manière exceptionnelle. Par contre, les conditions d'obtention vont légèrement se régulariser effectivement de ce côté-là. C'est ça qui est plutôt optimiste. Ça, c'est plutôt optimiste. Et puis là, il y a le fait tout à fait commercial de la banque, c'est que le crédit immobilier reste le meilleur outil pour pouvoir acquérir des nouveaux clients et les fidéliser. Or, ils ont besoin de faire des prêts. Exactement, et ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas rentré de clients, donc à un moment, il y a bien besoin d'aller récupérer des nouveaux clients. Aller récupérer des nouveaux clients. Moi, je rappelle, puisque tu parlais de ton grand âge, la première maison que j'ai achetée, je crois que c'était en 85 ou 86, c'était à 12%, hein, les taux. Hein. J'ai connu du 17. J'ai connu du 17, Jérôme. Ça peut vous rassurer. En tout cas, merci de nous avoir éclairés. Moi, je suis content de te voir avec le sourire, optimiste. Tu essayes de rendre optimiste. Donc on est au bout du tunnel, on écoute Bruno Rouleau. On va s'en sortir tous ensemble. Merci tous Bruno. Ensemble, merci Jérôme.